Merci d'être venu. Bonsoir Hervé Pasqua et merci à vous également d'être venu. Bonsoir à nos amis qui, par la vidéo de Paul, que je remercie une fois de plus, pourront se connecter en France, dans la France métropolitaine, dans la France d'outre-mer et également à l'étranger, puisque nous en parlions tout à l'heure avec vous. La particularité de nos cafés politiques, c'est que nous nous réunissons avec plaisir, une fois par mois, mais également nous les enregistrons et ils sont proposés, ils sont consultables et consultés, puisque très bientôt, la masse des vidéos que nous avons mises sur la faute à Rousseau, dans très peu de temps, va arriver à son 500 millième téléchargement. Ce qui est donc quand même encourageant et prometteur. Il faut donc savoir que les personnes qui viennent ici, le regretté Jean-François Mattei, ce soir Hervé Pasqua, il y a un mois Pierre Chalvidan et puis tous les autres, eh bien sont écoutés par vous qui êtes là, mais surtout, et c'est le plus important, sont écoutés par une quantité parfois impressionnante. Nous parlions avec notre ami tout à l'heure, qui est à ma gauche, de cette vidéo d'Antoine et d'Hilaire de Crémier sur la crise qui totalise plus de 60 000 téléchargements. Alors, l'intérêt de ces cafés politiques, c'est qu'étant enregistrés, ils constituent une collection, une vidéothèque des personnes de qualité dont Jean-François Mattei sont venus, et coup sur coup, il y a un mois, nous avons reçu un nouveau, Pierre Chalvidan, qui a été absolument tout à fait sympathique et en même temps remarquable, ce qui ne gâche rien, et nous recevons, si vous me permettez la familiarité, vous aussi, un second nouveau, aujourd'hui, Hervé Pasqua, qui va nous parler de la théorie du genre. Et donc, nous enrichissons cette vidéothèque et nous la proposons à tout le monde, à tous les publics, jeunes, adultes, étudiants, à qui veut s'informer, savoir ce que nous pensons. Donc, je n'en dirai pas plus pour ce soir. Vous savez que nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans le deuil, l'intelligence française, le goût, l'esprit français ont accusé une lourde perte avec le départ brutal de notre ami Jean-François Mattei. Alors un ami, évidemment, par la pensée, par l'esprit, mais également un ami personnel. Pour beaucoup d'entre nous, par exemple Jean-Louis qui est ici, alors là, ça remonte aux années d'enfance, d'adolescence, au lycée La Mauricière, à Oran. Et puis nous-mêmes aussi, il vivait à côté de nous, il vivait au milieu de nous, et nous avons passé de longs moments agréables avec lui, soit au cours de repas animés, parce que Jean-François Mattei était un penseur, bien sûr, évidemment, un philosophe, mais il aimait la vie, il aimait le jazz, il aimait parler avec ses amis, il aimait rire, discuter, etc. Et nous avons un souvenir avec Jean, qui est un petit peu en retard, qui va arriver un 13 juillet, le feu d'artifice à La Ciotat avec lui, et c'était un enchantement. Donc, c'est une perte pour l'esprit français, c'est aussi pour nous tous une perte amicale. Et il aurait dû, pour cette saison des cafés politiques, il aurait pu et il aurait dû clôturer cette saison. Il est venu chaque année, à chaque saison, puis il est aussi allé à Paris, à Aix, pour parler. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, je pense que vous serez d'accord, symboliquement, nous placerons la soirée sous son souvenir, le mot n'étant d'ailleurs pas tout à fait juste, puisque nous l'avions écrit, non omnis moriar. C'est Horace qui a dit cela, je ne mourrai pas tout entier, loin de là. Et Maurras lui fait écho, le meilleur d'entre nous subsiste lorsque le matériel disparaît tout entier. Donc Jean-François Mattei est parti, oui, mais il est avec nous, il sera toujours avec nous. Et nous lui disons un grand merci de nous avoir enseigné, parce qu'il nous a enseigné, nous lui disons adieu, et nous lui disons merci tout simplement. Je serai très bref ce soir à cause de cette circonstance-là. Donc je remercie Hervé Pasqua d'être venu nous apporter lui aussi ses lumières, et je lui passe la parole, la théorie du genre. Merci beaucoup de votre accueil, et je suis d'autant plus heureux de prendre la parole parmi vous que c'est grâce à Jean-François que j'ai fait votre connaissance, étant venu pour la première fois parmi vous en sa compagnie. Jean-François était aussi pour moi un ami et un maître, et je suis heureux de lui rendre ici hommage avec vous. Vous m'avez donc invité à parler de la théorie du genre, et j'en parlerai, non pas d'un point de vue politique, mais en philosophe, et je mettrai volontiers en exergue à cet exposé, à cette conférence, un mot tiré des pensées de Pascal, qui est celui-ci: un papillon, dit Pascal, poétiquement, est une fleur qui vole. La phrase est belle, mais elle est fausse, car un papillon n'est pas une fleur, et jamais une fleur ne deviendra un papillon. Mais elle est poétique, et nous le verrons, le mot poésie signifie produire une œuvre belle,
et nous verrons que pour ce qui est de l'homme, il ne s'agit pas de faire de l'homme une œuvre d'art au sens où l'homme serait une production de l'homme. Nous y reviendrons. Il y a donc des genres, oui en effet, comme la fleur qui appartient au genre végétal, le papillon qui appartient au genre animal. Il y a donc différents genres. Et à l'intérieur de chaque genre, il y a aussi d'autres différences, des différentes espèces. Et il y a l'espèce canine, l'espèce chevaline, etc. Et il y a aussi l'espèce humaine. Et le genre animal, en effet, implique une différence spécifique pour ce qui est de l'homme, à savoir que l'homme est un animal particulier, puisqu'il dispose de la raison. Et ce qui implique à son tour aussi cette différence entre les espèces, des différences individuelles. Socrate n'est pas Platon. Et ces différences individuelles impliquent à leur tour encore une différence sexuelle. Socrate est un homme, ce n'est pas une femme. Supprimer la différence sexuelle, tel est le dessein de la théorie du genre, s'inscrit dans un projet théorique qui est celui de supprimer toute différence ou de la produire à son gré. Or, non seulement, je viens de dire, il y a différents genres, mais il n'y a pas de genre sans différence. Genre, espèce. Seul Dieu est sans différence, disait Aristote, c'est pourquoi il n'est pas un genre. Et il est au-delà de tout genre, parce qu'il est la simplicité infinie, sans différence aucune. Et ce qu'on appelle la théorie du genre est dans ce sens l'écho finissant, lointain, je veux dire, du projet prométhéen qui veut faire de l'homme un dieu, c'est-à-dire un être qui est au-delà et qui est la source de toute différence, puisque c'est l'homme qui va décider de cette différence entre homme ou femme. Alors, les gender studies, comme on les appelle, études du genre, apparaissent dans les années 70-80 dans les universités nord-américaines et elles ont été importées des États-Unis où elle est apparue. Et cette théorie est en réalité d'origine française. Le débat théorique américain s'est nourri en effet de ce que les Américains eux-mêmes appellent la French Theory, et elle est tirée de nombreux auteurs français, notamment Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, pour ne citer que. Et la thèse donc, du gender, affirmée comme une doctrine incontournable par ses partisans, est imposée comme telle, nous le savons, par les institutions éducatives, par les pouvoirs politiques, sans autre forme de procès. Et cette thèse consiste essentiellement à dire que l'identité sexuelle n'est pas une donnée naturelle, biologique, mais une construction culturelle, sociale. On ne naît pas homme ou femme, on le devient. Il s'ensuit que chacun peut choisir donc son orientation sexuelle, homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, transsexuel. Et dans sa radicalité, la théorie du genre affirme qu'il n'y a pas de différence sexuelle relevant de la nature, mais une identité générique relevant de la culture. Donc la distinction des sexes traduit, selon ses défenseurs, les inégalités discriminatoires entre les pratiques sexuelles imposées par une culture dominante qui privilégie a priori l'hétérosexualité au détriment de l'homosexualité ici défendue. Mais notons qu'il est, à ce stade, à aucun moment question d'éthique. J'y reviendrai. L'anthropologie, la conception de l'homme sous-jacente aux théoriciens du gender, repose sur la déconstruction, pour prendre un mot à la mode, de toute forme d'unité, d'identité, qui les conduit à nier la nature humaine. Le bon sens voit que l'homme appartient au genre animal, mais qu'il n'est pas un animal comme les autres.
car, je l'ai évoqué tout à l'heure, une différence le spécifie, la raison. L'homme, disait Aristote, disaient les anciens, repris par les philosophes au Moyen-Âge, et jusqu'à aujourd'hui, même si c'est remis en question par certaines théories, l'homme est un animal rationnel. Et cette définition de la nature humaine renvoie à un individu masculin ou féminin parce qu'il a un corps et que son corps fait partie de ce qu'il est. Donc, ces trois déterminations réunies, donc le genre animal, l'espèce humaine parce que rationnelle, l'individu sexué parce que corporel, constituent l'homme. Donc l'être humain n'est ni ange ni bête. Ce n'est pas un ange parce qu'il a un corps, ce n'est pas une bête parce qu'il n'est pas qu'un corps. Alors les théoriciens du genre nient un quelconque rapport entre le corps et l'âme et détruisent le lien harmonieux qui existe entre ces trois éléments constitutifs, le genre, l'espèce et l'individu. Et en les séparant, ils détruisent l'unité de la personne. Le mot personne vient du latin persona, ce qui est une par soi. Si la personne n'est plus qu'un genre sans différence, sans être un individu, sans appartenir à une espèce, eh bien la personne humaine n'est plus un être substantiel, une réalité incarnée. Elle devient une réalité exclusivement relationnelle, mouvante, changeante, une réalité exodique, sortant sans cesse de soi. Elle cesse d'être indivise, la personne cesse d'être un individu, indivisible, elle cesse d'être une. Et dans cette optique, donc, l'humanité éclatée, sans identité, est appelée à se construire en se déconstruisant, en se reconstruisant, à se désorganiser pour se réorganiser comme la créature du docteur Frankenstein, réorganisée à partir de la désorganisation, les organes sont désassemblés et rassemblés. Et cette créature nouvelle sera l'œuvre du temps, sera le résultat attendu du progrès technique. L'histoire, donc, remplace la nature. La relation remplace la substance. Elle prend un sens consistant à transformer la nature de l'homme en aventure humaine, comme disait Camus. C'était notre cher Jean-François. Donc la dimension historique et contingente de la personne prenant le dessus, ses liens familiaux, relationnels, se distendent et se retrouvent suspendus dans le temps, sans support réel et substantiel. Mais si la personne humaine n'est plus une substance individuelle de nature rationnelle, comme le définissait le grand philosophe Boès à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire si la personne est pure indétermination, il s'ensuit qu'il n'y a plus personne à comprendre et à aimer. Il n'y a personne. Cette conséquence donc est imposée par le rejet de la nature comme ce qui détermine l'être humain. Celui-ci, en se libérant des contraintes naturelles liées à ce qu'il est, peut désormais choisir ce qu'il veut être. Être, désormais, c'est pouvoir être. C'est être ce que l'on veut. L'existence se ramène à une volonté de puissance, à un projet à réaliser. Mais ce n'est pas tout. Une fois libéré des contraintes imposées par la nature, l'existence humaine devra aussi se libérer des déterminismes socio-culturels qui conditionnent son comportement et imposent des caractéristiques qui construisent son identité sociale. Parce que l'homme, jeté en avant de lui-même, hors de soi, sans identité propre, sans nature, qui le retiennent dans les liens de la nécessité d'être ce qu'il est, se retrouve jeté dans le monde, comme disent les philosophes, non plus désormais soumis aux déterminations, au déterminisme naturel, mais aux déterminations sociales et culturelles, qui font qu'il est hétérosexuel ou homosexuel, comme il se trouve être français ou anglais,
musulman ou chrétien. En vérité, donc, l'opposition entre genre et nature repose sur une confusion entre la nature telle que la métaphysique l'entend et la nature telle qu'en parlent les sciences dont on se réclame ici. En effet, il faut percevoir que la raison scientifique est une raison qui calcule, qui classifie, qui ordonne et qui réduit la nature, la réalité, aux chiffres, à ce qu'elle mesure, aux ifres. Le mot chiffre vient de l'arabe zifre, qui signifie zéro. Autrement dit, donc, la réalité est réduite au néant. La science, donc, calculatrice, ne s'intéresse pas à l'être des choses, mais à la mesure des choses. La réflexion sur l'être est donc obturée par une vision scientifique exclusive, au profit de la mesure des choses, réduite à de simples objets de l'entendement. Et la raison scientifique, donc, se caractérise par le fait qu'elle construit son objet, alors que l'intelligence philosophique s'interroge sur le mystère de l'être, sur ce que les choses sont. La science, disait un philosophe contemporain, en ce sens, ne pense pas. Cela ne signifie pas que la science soit disqualifiée en tant que telle, mais elle doit être justement reconnue comme telle dans ses limites. Alors, les sciences humaines et sociales dont se réclament les théoriciens du genre évacuent la considération de la réalité humaine, de l'être des choses, pour ne retenir que la construction des concepts, le projet, et appliqué à la nature du sexe, celui-ci disparaît pour laisser place au genre, qui n'est plus le genre d'aucun sujet réel, mais une abstraction intellectuelle, une représentation sociale de la sexualité. Il n'y a plus de référence à la réalité. Le genre ainsi conçu ramène le sexe à une production de la culture et non de la nature. Le genre produit le sexe, comme la science construit son objet. Il s'agit d'une dénaturation, d'une désubstantialisation de la personne réelle, qui ouvre la porte au nihilisme, parce que, évidemment, il n'y a, comme je le disais, plus personne. Entre l'instant T1 et l'instant T2, il y a un gouffre qui s'ouvre, il y a une discontinuité absolue qui fait qu'il n'y a pas d'identité possible. Il y a une différence qui se crée et qu'il s'agit pour cette conception nihiliste, n'est-ce pas, de gérer, si on peut dire. Bon, la conception philosophique de la nature, en revanche, que nous défendons ici, contredit celle des théoriciens du genre qui se réclament de la science. La philosophie, en effet, part de la contemplation de ce qui est. C'est une théoria, une contemplation, une saisie de ce qui est. Et elle distingue ce qui est donné de ce qui est construit. Elle distingue la nature et la technique, la physis et la technique. À la différence donc de l'œuvre de la nature, l'œuvre de la technique produit un objet extérieur à celui qui agit. L'homme agit toujours en vue d'un bien. Le bien qu'il vise est soit honnête ou éthique, et dans ce cas, le résultat de l'action demeure en celui qui agit. Il devient meilleur ou pire, fait l'aumône, donc le résultat de son action est certes le bien qu'il fait à celui à qui il fait l'aumône, mais le résultat de son action demeure en lui, c'est-à-dire qu'il devient meilleur. Il pourrait devenir pire si il vole son prochain, il deviendra, le résultat de son action demeurera en lui, et le résultat de sa action sera qu'elle sera moralement qualifiable de mauvaise. Donc l'action peut être aussi utile ou technique. Elle peut viser ce qui est beau et artistique. Et dans ces cas, le résultat de l'action, celui qui agit, demeure en dehors de lui. Une table, un tableau
cela reste extérieur à celui qui a produit une œuvre utile ou belle. La théorie du genre, qui ne fait pas référence à l'éthique, consiste à dire que l'homme est justement le produit d'une œuvre d'art ou de la technique, qu'il est donc lui-même une œuvre extérieure produite par lui-même. L'homme produit de l'homme, comme une œuvre d'art. L'homme se produit comme un autre. Et c'est la justification du monde entièrement produit par l'homme devenu créateur du monde et de lui-même. Or, toutes les choses de la nature sont données, elles sont là, avant que je ne les perçoive. Elles me précèdent, elles sont déjà là. Elles se distinguent par conséquent des productions de l'art et de la technique qui sont des constructions qui viennent après moi. Ainsi, le corps sexué est donné, il n'est pas construit. C'est une évidence d'expérience. Les choses sont ce qu'elles sont, et non ce que nous voudrions qu'elles soient. Elles ne sont pas toutes parfaitement connaissables, mais elles ne sont pas inintelligibles. La définition de la nature comme principe de mouvement contredit par ailleurs les critiques qui rejettent la nature sous prétexte qu'elle nous détermine et nous prive de la liberté. C'est cela, il ne faut pas oublier que les théoriciens du genre reposent sur une conception de la liberté qui consiste à se libérer des lois de la nature. Et alors que la liberté doit être conçue aussi comme ce qui s'inscrit dans la nature rationnelle de l'homme. Que l'homme n'a pas à s'auto-créer, il n'est pas cause de son être. Des choses donc soumises au changement, au devenir, certes, changent, mais elles changent en raison de la contingence de la matière et non par nécessité de nature. Elles changent donc de manière accidentelle et non de manière substantielle. Jamais une fleur ne deviendra donc un papillon. Et ce qui change dans la nature ne change pas à partir de rien ou de n'importe quoi. Les choses changent en fonction de ce qu'elles sont. On est EST comme on est NAIT. Et le mot nature, d'ailleurs, fait partie du lexique de la génération, de la naissance. La nature, dans le mot nature, il y a le natus, être né. On est comme on est. Et tel est bien donc le sens étymologique du mot nature, qui désigne ce qu'il est, ce qui est généré. Alors les sciences humaines restent muettes sur le mystère de l'être. Elles n'appréhendent que ce qu'elles conçoivent et ce qu'elles mesurent par le calcul. Pour elles, tout est mesuré, fabriqué, inventé, symbolique, construit, réduit en un mot à une représentation mentale sans lien avec la réalité. Et pour la théorie qui nous occupe, sans lien avec le sexe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le point de départ des tenants de la queer theory, la théorie de la bizarrerie, du comportement bizarre, est la grammaire et non la réalité. En effet, la théorie du genre repose sur la philosophie du langage, pour laquelle les choses n'ont d'autre réalité que le sens que les mots leur donnent. Il se trouve qu'en anglais, le mot gender appartient au genre neutre. Il ne distingue pas le masculin et le masculin. Et donc la réalité à laquelle renvoie l'origine du mot est oubliée. Le sens étymologique du mot latin genus, en effet, signifie naissance. Et il appartient au lexique de l'engendrement, de la génération, de la naissance, qui se réfère à l'origine des êtres. Or, c'est cette origine qui est paradoxalement effacée dans le mot gender en anglais. Ainsi, par origine, on entend précisément origine naturelle. Ce n'est donc pas parce qu'il y aurait des hommes et des femmes sexués par la nature qu'il existerait des comportements masculins et féminins spécifiques dans la société. C'est parce qu'il y a un genre masculin et un genre féminin dans la langue que
que la société a calqué des comportements différents sur ce découpage grammatical. C'est l'interprétation des théoriciens. La langue française, elle, n'a pas le genre neutre. Et elle met donc l'accent sur la différence entre le masculin et le féminin. Ce que l'anglais n'a pas à faire. Et cela peut expliquer le succès du développement des gender studies dans les pays anglo-saxons. Alors le recours aux règles grammaticales n'empêche pas cependant de partir de la nature, c'est-à-dire de la réalité des choses données, en l'occurrence des gamètes mâles et femelles, pour donner naissance à un être humain. L'homme, finalement, ne peut créer la vie, il ne peut que partir des conditions de son apparition. Les choses deviennent et changent, mais non à partir de rien ou de n'importe quoi. Elles ne changent pas non plus en vue de n'importe quoi, c'est-à-dire sans finalité. On l'a dit, les choses deviennent ce qu'elles sont. Il en est de même pour les êtres pensants dont la vie ne peut être donnée en dehors d'un corps. Il n'empêche que certains auteurs ont tenté d'imaginer un corps sans organes. Je pense ici à Deleuze et Guattari, qui ont exalté le corps sans organes qui libérerait l'humanité de son enracinement dans l'organisme et du même coup de l'angoisse de mourir. Les théoriciens du genre vont plus loin. Eux, ils prônent une sexualité sans organes qui libérera l'humanité de son enracinement dans le sexe et de l'angoisse de naître. Donc la société nouvelle est en marche vers un monde sans procréation ni oppression, qui, le mauvais sexe mis à nu, se drapera d'un bon genre, comme disait Jean-François Mattei, hein, où on retrouvera ce comportement un peu, disons, d'origine puritaine. La théorie du genre a pour but, donc, finalement, d'en finir non seulement avec les inégalités entre les hommes et les femmes, les inégalités sociales, mais avec la division naturelle de l'humanité entre deux sexes, c'est-à-dire avec toute forme de différence. On a vu sur quel présupposé philosophique cela se fonde. La question du genre ne soulève pas, comme on pourrait le croire, un enjeu uniquement politique, celui de l'égalité de l'homme et de la femme, ni, comme on l'a souligné, un enjeu éthique, celui de la dignité partagée entre les deux sexes, mais un enjeu social, celui en vérité du statut de l'homosexualité. L'axiome fondateur des études de genre affirme en effet que la primauté accordée à l'hétérosexualité marginalise et culpabilise les pratiques homosexuelles, bisexuelles ou plurisexuelles minoritaires. Donc, dans la mesure où il n'y aurait plus de normes biologiques susceptibles de déterminer le choix d'un genre, les différentes sexualités LGBTQI seraient équivalentes aux pratiques hétérosexuelles dominantes. Donc, dans le fond, il ne s'agit pas de réintégrer dans la société des groupes homosexuels qui en auraient été écartés du fait de l'imposition arbitraire de la norme hétérosexuelle et par conséquent de l'engendrement, mais de justifier dans le fond l'homosexualité comme une nouvelle norme possible de la vie en commun et d'instituer un homme nouveau grâce à la dictature dans le fond de la science et du droit. Malheureusement pour les théoriciens, tout ne se décrète pas et tout ne s'invente pas, car il existe des données naturelles, et il existe la réalité incontournable qui est donnée avant d'être construite. La théorie du genre prétend aussi, dans son énoncé purement performatif, que les différences entre féminin et masculin sont des effets pervers de la construction sociale. Il faut donc entreprendre de la déconstruire. Mais on se demande à aucun moment pourquoi
les sociétés humaines ont toujours distingué les hommes et les femmes, ni sur quel fond l'édifice grammatical, culturel et politique dominant a pris appui. En vérité, ce n'est pas de guerre entre les sexes et de haine des sexes dont il est question dans les Gender Studies, souligne Jean-François Mattei, mais de guerre contre le sexe et de haine du sexe, qu'il soit masculin ou féminin. Et Jean-François Mattei soulignait évidemment le contexte puritain dans lequel aussi ces Gender Studies se sont élaborés aux États-Unis. Donc ce que l'on appelle la théorie du genre relève finalement de l'idéologie plus que de la science. Le docteur Christian Flavigny la mettait même au rang de mythe contemporain. Cela explique que parfois même les débats sur le gender prennent un tour violent chez ses partisans, qui ne tolèrent pas que l'on pense autrement qu'eux, au nom de la science, qu'ils mettent au service de leur idéologie, c'est-à-dire finalement de leur opinion. Dans le fond, le problème qui se pose ici, c'est le rapport entre la vérité et l'opinion. La vérité, elle n'est pas une opinion, un problème philosophique. Elle est d'accord de l'intelligence avec le réel. Et la violence, justement, consiste à nier la réalité. Et si je dis ici quelques vérités, par exemple, je ne vous l'imposerai pas avec violence. C'est elle qui se présentera à vous, et elle se présentera à vous avec douceur, sans s'imposer. L'intelligence reconnaît la vérité pour telle, et c'est la volonté qui adhérera librement ou non. L'intelligence nous détermine en ce sens que l'intelligence est déterminée par la vérité, mais la volonté reste libre d'y adhérer ou pas. Autrement dit, la vérité ne détruit pas la liberté. Là où il y a plus de vérité, il y a même plus de liberté. Mais ce qui n'est pas vrai s'impose avec violence. C'est pourquoi les totalitarismes et le terrorisme intellectuel reposent sur le mensonge, comme l'a bien vu la philosophe Hannah Arendt. C'est donc en amont que doit se situer le débat, en deçà de quoi nous nous trouverions au niveau où chacun irait de ses opinions personnelles, s'autorisant de parler au nom de lui-même, et au niveau du bavardage journalistique, à moins qu'il s'agisse d'une grande manipulation des esprits et d'une gigantesque, inédite manipulation politique. Ainsi, l'opinion dirige le monde, et comme l'opinion peut être elle-même le fruit d'une manipulation, c'est le monde qui se trouve manipulable et manipulé. Il est manipulé quand une opinion particulière s'érige en vérité universelle qui veut s'imposer à tous. Je l'ai dit, donc les choses sont ce qu'elles sont, non ce que l'on veut qu'elles soient. Gramsci, un intellectuel communiste italien du début du siècle dernier, affirmait que la modernité se caractérise par le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, qui disait vrai, dans ce sens que la volonté devenue aveugle, en ne recevant plus la lumière de l'intelligence sur la nature du vrai bien, cesse d'être volonté du bien pour devenir volonté de volonté, la volonté qui se veut de Karl Marx, la volonté, la bonne volonté d'Emmanuel Kant, le vouloir vivre de Schopenhauer, la volonté de puissance de Nietzsche, une volonté d'autant plus puissante qu'elle ne veut pas le bien. Et enfin le désir comme flux, tel que le conçoit Gilles Deleuze, déjà cité. Au final, la puissance du désir se confond avec l'énergie vitale qui met à son service le pouvoir technique auquel il finit par s'asservir. La raison est ce qui permet à un homme de ne pas se confondre avec un animal.
l'humanité, ça c'est ce qui caractérise l'humanité. L'homme sait qu'il n'est pas un âne, même s'il se comporte comme tel, alors qu'un âne ne le sait pas. La sexualité humaine est donc celle, non pas d'un animal, mais d'un animal rationnel. Si on la si on la réduisait à un comportement animal, c'est le bestial qui l'emporterait sur le rationnel. Elle perdrait tout son charme. Le charme unique de la sexualité humaine, qui n'est pas la sexualité animale uniquement, et qui fait de l'union nuptiale entre l'homme et la femme un chant, une louange de la création à son créateur, hein, de ce point de vue-là. Ce chant, cette louange, célèbre une union qui se sublime en procréation. Or, l'union suppose la différence. Et cette différence est nécessaire pour qu'il y ait union. Telle est la différence entre le féminin et le masculin. Et chez l'animal rationnel, cette différence, toutefois, ne se ramène pas à sa corporéité, à une différence entre mâle et femelle. L'homme est plus qu'un mâle, parce que l'âne aussi est un mâle, et la femme plus qu'une femelle. Sa grâce est proprement humaine. Elle se trouve dans la femme la moins séduisante, et ne se retrouve pas, elle ne se retrouve dans aucun animal sans raison, aussi gracieux fut-il. Donc il y a une spécificité de l'acte humain. Il découle de ce que je viens de dire, qu'il ne peut y avoir d'union qu'entre deux êtres à la fois différents et semblables. Évidemment, le refus de la différence entre hommes et femmes est un refus de la réalité et qui est une violence faite au réel. Et ce refus est aussi la source d'une contradiction insoutenable qui projette l'homme finalement en avant de lui, dans une fuite en avant, dans une utopie, dans un non-lieu, qui fait que l'homme, n'est-ce pas, fruit de l'homme, est produit, construit, en étant défait et détruit. D'où l'idée ancienne déjà de mettre sa vie en jeu, d'en faire un jeu, en rassemblant les éléments en lesquels elle se décompose en vue de la recomposer à volonté. Le visage humain se défait, se dévisage, comme dans les portraits de Picasso, où l'œil prend la place de la bouche, qui prend la place de l'oreille, etc. Donc la nature de l'homme se défait. Et l'homme se fait en se défaisant, il se défait en se faisant. C'est la thèse de Sartre. Quelle force cosmique, quelle volonté aveugle le pousse à agir ainsi? Le désir. C'est le désir. Le désir comme pur flux d'un vécu renvoyant sans cesse à lui-même, à une intensification toujours plus grande, à la puissance de l'instinct, de l'émotion, du plaisir, relayé par la puissance de la technique, à laquelle l'homme qui veut se libérer des lois de la nature se soumet allègrement. Comme par exemple ceux qui se font opérer pour changer de sexe, se soumettent à la violence de la technique. Donc être libre dans cette perspective, c'est échapper à la loi universelle et nécessaire inscrite dans la nature. Et échapper à la loi de la conscience, qui nous enjoint de faire le bien, d'éviter le mal, à la loi de la raison, qui distingue la vérité et l'erreur. Les idéologues du genre nient aussi la nature et veulent se situer au-delà du bien et du mal, au-delà du vrai et du faux, et au-delà de l'homme et de la femme. Donc ils poursuivent le programme finalement nietzschéen du surhomme, libéré enfin des contraintes de la nature, des limites de l'essence, c'est-à-dire de ce qu'il est, de l'être que nous sommes, pour devenir un autre. Cesser donc d'être un homme pour devenir une femme, cesser d'être femme pour devenir un homme, au risque de cesser d'être humain. On n'est plus comme on est à Naïté, on devient ce que l'on veut devenir en vertu d'un modèle que l'on se crée et dont on confie paradoxalement la réalisation à la toute-puissance de la technique à laquelle on se livre aveuglément.
Donc, ce que j'ai voulu montrer un peu dans cette analyse substantielle, c'est que l'idéologie du gender repose finalement sur une philosophie du désir, qui s'affirme comme fin de lui-même. Pour Gilles Deleuze, dont je me suis ici particulièrement inspiré, qui est l'un des principaux inspirateurs de la théorie du genre, la fin de l'homme n'est pas la recherche du bonheur, mais l'affirmation de sa liberté. Il ne saurait y avoir de souverain bien. Tout est désir, flux. Posséder le souverain bien, ce serait s'arrêter. Ce serait cesser de chercher, d'être mis en mouvement, d'agir, de penser, d'être libre, de désirer, en un mot. Et puisque la liberté consiste dans le flux continu du désir. Donc il n'y a pas de fin. Le but devient le chemin. La fin est une fuite sans fin. Une fuite qui fuit ce qui est, qui fuit toute forme d'identité, de stabilité, d'ordre, tout ce qui bloque et fixe l'expérience du flux. Toute réalité qui s'inscrit dans un cadre préalable, inamovible, telles les oppositions, donc hommes, femmes, adultes, enfants, homo, hétéro, etc. Donc la société, dans cette perspective, doit être déstabilisée en permanence. Elle doit être trouée, comme on dit, fissurée. Elle doit fuir de toutes parts. L'idéologie, donc, ici, on le voit, a un caractère subversif. Mais la subversion, en effet, doit être continue, comme le désir, et se poursuivre dans un champ sans segmentation, sans fragmentation, dans un espace lisse. Hein. Donc le but de l'agir humain, pour Deleuze, inspirateur français de ces théoriciens américains, n'est pas la recherche du bonheur dans la possession du bien, mais l'exercice de la liberté dans le refus des formes, dans l'effritement des pouvoirs établis, des institutions, dans le harcèlement de l'ordre institué. Deleuze parle de machine de guerre, de guérilla, qui définit l'action. Ce n'est pas une guerre, ni même une révolution. C'est l'œuvre des minorités, de minorités agissantes, qui ne se définissent pas par le nombre, mais par le caractère subversif de leurs revendications, qui les met à l'écart de la majorité dominante et les oppose aux valeurs traditionnelles. Il s'agit donc d'insérer partout une dose de désir, ce qui justifie d'ailleurs en passant la pornographie et sa commercialisation, pour faire bouger, pour déstabiliser l'ordre dominant sous l'influence des flux intensifs et le choc des secousses. L'invention de nouveaux modes de pensée, de sentir et de vivre. Évidemment, on voit ici, par la seule description de cette théorie, qu'elle renferme sa propre réfutation. Celle-ci se trouve dans la conception du désir, recherché pour lui-même, dans le dieu Eros, qui met l'infini à la portée des caniches, comme disait le poète. Comme nous venons donc de le voir, le désir recherché pour lui-même conduit au renoncement au bonheur au profit d'une pratique de la liberté sans justification. C'est là que se trouve la limite des gender studies. L'homme, en effet, n'est libre que pour chercher le bonheur dans le bien. Tous les biens finis et les plaisirs en font partie. Mais il ne doit pas confondre le bien fini avec le bien infini, comme le caniche. Tout bien fini désiré comme un bien infini se transforme en mal. Le désir, pour ne pas être mauvais, ne doit pas se prendre pour sa propre fin. Il n'est bon que s'il a le bien pour objet. Et selon une formule heureuse, autant que profonde, d'Aristote, sur laquelle je terminerai, ce n'est pas parce que je la désire qu'une chose est bonne, c'est parce qu'elle est bonne que je la désire. Et donc voilà, j'ai voulu développer avec vous
en profondeur, disons, le soubassement de ce qui soutient les théoriciens du genre, pour mettre en avant que dans cette conception, ce qu'il y a comme projet avant tout, c'est la remise en question de la conception du bonheur dans la recherche du bien au profit d'une pratique de la liberté, n'est-ce pas, qui est à rechercher dans un désir intensifié sans aucun objet. Je vous remercie. Eh bien, je crois que nous pouvons à la fois féliciter et remercier Hervé Persquois pour cette brillante intervention. Je me permettrai juste de dire une petite chose. Au début, je vous parlais de cette vidéothèque, de cette collection. Il y a déjà une intervention dans notre vidéothèque de Gérard Leclerc sur la théorie du genre. Et vous avez parlé du même sujet, mais d'une façon tout à fait différente de lui, et c'est tant mieux. Vous avez eu une autre façon de voir le sujet, de le présenter, de l'aborder, et vous avez nourri la réflexion, vous avez nourri le débat. Il ne s'agit donc pas d'une redite, pas du tout. Et nos lecteurs, ceux qui téléchargeront cette intervention, eh bien, auront maintenant deux aspects du même problème, de personnalité, de qualité, on peut le dire, qui traitent du même sujet. En vue de justifier une pratique. Et tout le problème ici, en effet, est de savoir dans quelle mesure la justification des pratiques sexuelles telles qu'elles sont préconisées par les théoriciens du genre ne relève pas de l'éthique. J'ai fait un problème éthique. Ici, les théoriciens du genre développent leur théorie en vue de justifier une pratique qui serait une justification donc politique, qui consisterait à intégrer dans la vie sociale le fait que chaque individu puisse choisir sa pratique. Et donc, évidemment, moi je me suis situé au niveau de la critique de la théorie, alors que, en effet, tous les efforts aujourd'hui sont faits par beaucoup pour discuter de la pratique, c'est-à-dire de se mettre sur le terrain politique, sur le terrain de la discussion, des débats dans l'espace public pour défendre finalement une position, une pratique finalement morale. Le mot n'est pas... Je voudrais un peu développer, je parle de l'aspect scientifique. Donc le mois dernier, j'étais avec le professeur Marcel Ruffo, mondialement connu. Donc moi, j'attaque directement. Vous l'avez dit, on fait de l'homme un objet, et c'est un écho un peu à l'analyse qui consistait à distinguer le fait de se réclamer d'une raison scientifique productrice et comme justificatrice d'une production d'un comportement humain qui ferait de l'homme justement une réalisation, un projet qui ne tiendrait pas compte de ce qu'il est. Voilà. Pas de ce qu'il est. Et donc, le fait de ne pas tenir compte de la nature humaine jette l'homme dans une aventure qui risque de faire de lui, de le réduire, comme vous le dites, évidemment, à un comportement purement animal. Le danger de l'homme, n'est-ce pas, animal rationnel, c'est d'oublier la deuxième partie de la définition, savoir qu'il est rationnel. Donc, vous avez raison de souligner le danger et les conséquences thermonucléaires de la formulation de votre question aussi est subtile. Donc, d'abord, il faut distinguer entre nature biologique, le fait que, en effet, la nature telle qu'elle est donnée, organiquement, il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des problèmes, mais c'est pourquoi j'ai distingué la nature telle que la science l'envisage, à savoir comme ce qui est organiquement constitutif de l'homme, vivant, du vivant, mais il faut aussi tenir compte de la définition philosophique du mot nature, qui consiste à mettre l'accent sur le fait, sur l'essence de l'homme, ce qu'est l'homme, la nature humaine en tant que telle. Évidemment, c'est plus abstrait. Mais n'oublions pas que les théoriciens du genre touchent cet aspect de la question, qui est souvent oublié, à savoir qu'il s'agit de l'essence de l'homme. Ils remettent en question l'essence de l'homme, à savoir que le fait qu'il n'y a pas de nature humaine, l'homme n'est plus qu'une aventure, un projet de soi-même, il est cause de soi, il se projette, il se réalise
Il est individuellement celui qui peut faire de lui ce qu'il veut, indépendamment de toute loi de la nature, justement, qui serait non pas une loi organique de la nature et du vivant, mais une loi de l'être. Ouais, une loi de l'être. Il est ce qu'il se fait, quoi. C'est ce que dit voilà, Sartre dans les l'homme n'est pas ce qu'il se fait. L'homme est avant de devenir ce qu'il est. Disons, enfin, je veux dire, l'être est déjà donné. Hein, l'être est déjà là. Il n'est pas ce qu'il fait. Hein. Il agit en fonction de ce qu'il est. Agere sequitur esse, dit-on en latin. En ce sens que, ce qui signifie que l'être précède l'agir. Hein. C'est parce qu'on est qu'on agit, c'est parce qu'on est qu'on pense. Ce n'est pas parce que je pense que je suis. C'est parce que je suis que je pense et que j'agis. Ouais. Et donc il faut tenir compte de ce que l'on est. Bon, évidemment, ceci peut paraître abstrait, mais à vrai dire, c'est ce qu'il y a de plus concret, parce que être ou ne pas être, telle est la question. Alors Sylvie. Moi j'ai deux questions très simples. La première question c'est est-ce qu'aux États-Unis cette théorie du genre est appliquée aussi facilement qu'en France? Alors bon, je ne connais pas la sociologie américaine, ni disons la pratique, mais disons ce que je peux dire, c'est que les théoriciens du genre exercent leur rayonnement au sein de l'université d'abord, au niveau de la recherche, et ils sont relayés ensuite par les politiques, ils sont relayés ensuite par l'éducation, par les éducateurs, par les écoles, par l'école, par l'institution. Mais est-ce que, au point de vue de la pratique, parce qu'en France, dans toutes les écoles aujourd'hui, très rapidement ça s'est installé, même les écoles dites catholiques. Hein. Non, alors c'est ça ce qui est très grave, c'est qu'on impose une théorie, on impose une conception. C'est ce que j'ai appelé la dictature de la science, au sens où, n'est-ce pas, on impose une vision des choses qui est une opinion finalement. C'est ce que je disais tout à l'heure, la vérité n'est pas une opinion. Ici on impose une opinion comme si c'était une vérité. On en fait l'objet d'un enseignement universel, institué, etc., institutionnel, etc. Alors qu'aux États-Unis, bon, c'est les États-Unis. Donc d'un État à l'autre, on peut avoir différentes politiques, une politique différente. Alors qu'en France, évidemment, en France, n'est-ce pas, tout se décide à Paris et tout se réalise partout, institutionnellement, dans toutes les écoles. Donc c'est vrai que c'est un problème pratique, mais en ce qui concerne l'exemple donné par les Américains, peut-être est-il celui d'une contestation plus libre en France. Hein, parce que les Américains réagissent, sont capables de réagir. En France, on réagit aussi, mais nous n'avons pas les institutions, l'institution, l'école, l'université, sont malgré tout... Parce qu'en France, on n'ose pas dire que c'est la négation de Dieu. Ah ben oui, non, mais en France, on n'ose pas prononcer ces termes-là. Oui, hommes et famille les créa, quoi. Hein, voilà. Aux États-Unis, quand même, il y a une... Alors moi j'aimerais tout à l'heure, mais il y a encore deux questions, tout à l'heure j'aimerais dire éventuellement sur une note d'humour, théorie du genre et droits de l'homme. Alors, Paul... La sociologie, mais on peut dire, disons, oui, qu'en France... alors, la théorie du genre, si ça consiste à dire je peux être ce que je choisis, en somme. Exactement. Mais je peux demain choisir finalement de changer d'avis et redevenir ce que... Et sans cesse, donc c'est la mer, c'est l'océan. Alors dans ces conditions-là, est-ce que les droits de l'homme ne sont pas morts? Parce que si nous sommes tous, il y a 6 milliards d'individus sur Terre, si chaque personne peut être le lundi un homme, le mardi une femme, le mercredi, etc., bon c'est la mer, le flux, le reflux, comment pourrait-on imaginer les droits de l'homme qui seraient quelque chose d'absolument immuable, intangible, intouchable, la Bible, la référence suprême, au milieu d'un océan qui perpétuellement avance et recule? Si vous permettez, moi j'irai encore plus loin, François. François se base sur les droits de l'homme. Mais je pense que ce monde qui est la négation de toute transcendance, bien évidemment, mais qui est la négation de toute création, qui est en fait qui est perpétuellement en construction et en démolition, si on pousse les choses au bout du raisonnement. C'est donc la négation de toute civilisation.
pratiquement de tout acte humain. Mais c'est un nihilisme. C'est un La nihilisme tentation absolu. aujourd'hui, c'est la tentation nihiliste. Bah, je crois que là on a une bonne... Alors vas-y. C'est Nietzsche. Ah oui, oui, c'est ça, le dépassement de l'homme. Et constamment revient à son néant, à travers ses contradictions. Allez-y rapidement parce que la vidéo est presque... Que pensez-vous de l'eugénisme? Je pense à un livre, L'homme, c'est inconnu d'Alexis Carrel. Ah, bah oui, c'est aussi... valable pour combler... Évidemment, l'eugénisme est aussi dans la logique, pourrait-on dire, de cette liberté de choix dans la pratique qui fait que chacun tâchera de évidemment trouver ce qu'il y a de meilleur pour lui. Hein, et donc, c'est une véritable menace aussi. Enfin, je veux dire, là, tout est... Alors vas-y Chaton. Alors, on peut dire que les violences sexuelles, ça ressemble à celui de la destruction de l'amour par l'amitié. On peut dire ça. Non, c'est-à-dire c'est une dégradation je dirais, de l'agapé en érotisme. C'est-à-dire, je dirais que c'est la corruption de l'amour qui entraînerait, disons, une pratique sexuelle qui séparerait justement l'amour de l'acte sexuel, dans le fond. Voilà, c'est plutôt cela, je crois, le danger. Le danger, c'est une sexualité sans amour. Voilà le vrai problème. En fait, je crois qu'il faut faire attention à l'emploi du mot éros, parce qu'il faut donner un sens noble au mot éros. Ah oui, il faut plutôt distinguer sexus, effectivement, c'est cette dimension-là qui serait... Éros, qui est un médiateur pour justement conduire à l'agapé. Je signale à ce sujet un livre du philosophe allemand Joseph Pieper, De l'amour, qui approfondit énormément les choses dans ce domaine-là. De l'amour de Joseph Pieper. Eh bien, je pense que le débat a été intéressant, à l'image de l'intervention d'Hervé Pasqua, que je remercie encore une fois en votre nom à tous. Et qui nous a fait une sorte de confidence dans le pré-café, parce qu'on ouvre les portes à 6 h, ceux qui veulent venir avant. Hervé Pasqua a bien connu Gustave Thibon, que beaucoup parmi vous connaissent, Guy, hein, c'est pas à toi que je parlerai de Thibon, Jean-Louis, Sylvie, et nous l'avons entendu parler des dizaines de fois, etc. Alors, j'ai proposé à Hervé Pasqua, pour une prochaine saison de Café Politique, de venir, s'il veut bien, nous parler de Gustave Thibon, qui lui aussi, comme Jean-François Mattei, était un sage, et un grand sage, et quelqu'un vraiment de... Le mot égal vaudé est absurde, mais de formidable.